Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver, comme vous pouvez le voir, dans un décor tout à fait inattendu. Nous avons voulu, grâce à une société qui nous a donné l'idée, faire cette conférence dans un studio qui a été organisée un peu en fonction du contexte par la société Trait de Lumière. Johan, le dirigeant, ne pouvant plus organiser les événements à grand nombre qu'il organisait, a dû donc retrouver et se diversifier une ligne d'activité et donc il propose aux entreprises comme nous de pouvoir mener nos visioconférences dans des conditions beaucoup plus qualitatives qui permettront après certainement dans le fait d'envoyer les liens, d'avoir une meilleure qualité d'image. Voilà, donc encore un grand merci à toutes et à tous parce que depuis le début de cette crise sanitaire, vous nous suivez avec grand intérêt, ce qui pour nous met du sens pour toute l'équipe Expert RH. Et je remercie encore aussi donc nos invités experts qui nous assurent de leur fidélité aussi. Donc je rappelle pour ceux qui ne les connaîtraient pas parce qu'ils se connecteraient la première fois, donc Christine de Bureau, qui est présidente d'Expert RH et qui est vraiment spécialiste ressources humaines dans son organisation, sa gestion et sa réglementation. Christophe Boyer, donc médecin urgentiste qui nous suit depuis le début et qui nous apporte tous les éléments autour des questions sanitaires et qui nous permettent donc de pouvoir travailler à partir d'éléments fiables et réels. Et Guillaume Demarque, donc, qui est avocat pénaliste et qui va nous apporter la voix donc, du droit et des conséquences de cette crise par rapport à des sujets qui pourraient se poser dans les entreprises dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Bien, donc on peut démarrer. Je ne sais pas si on a le nombre d'inscrits qui continuent à se connecter. Ça continue, donc on se laisse encore quelques minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Enfin, quelques minutes, des petites minutes pour respecter le timing, pour que chacun et chacune puisse après reprendre ses activités. Alors, on demandera aux participants de bien vouloir couper à la fois leur caméra, mais également le son, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre le son de la conférence et que chaque participant puisse bénéficier de la totalité et des images et du son pour libérer de la bande passante dans la diffusion de cette conférence. On va pouvoir y aller. On y va ? Oui. Bien, donc voilà, depuis quelques mois, nous vivons une situation tout à fait exceptionnelle, inédite par son ampleur, et il est bien évident qu'elle a occasionné des changements, des bouleversements qui méritent d'être pris en compte et en tous les cas d'être réfléchis pour voir un petit peu ce qu'on en fait. Il y a un monde d'avant et un monde d'après, comme beaucoup aiment à le dire, et dans ce monde d'après, il y a toute une organisation qui aura forcément été marquée par des éléments spécifiques et sur lesquels il est important de réfléchir. C'est l'objet aujourd'hui donc de cet échange où on va voir, par le recul qu'on a par rapport à l'expérience passée, comment les différents leviers d'action vont pouvoir être menés à différents endroits. Et pour commencer, donc, on peut commencer par certains chiffres qui sont importants parce que ça permet de fixer le cadre de référence. Donc, on sait déjà depuis le 11 mai qu'il y a une reprise d'activité dans les entreprises qui, donc, pour l'INSEE, cette semaine, est évaluée à peu près à 2/3 de la normale. Alors, quand on parle de la normale, on est sur, bien entendu, l'activité qui préexistait avant cette crise sanitaire. Donc, et on considère que jusqu'en septembre, ça va être une reprise très, très progressive parce qu'il y a des questions d'organisation qui s'imposent. Si on prend l'exemple de la restauration, par exemple, qui a repris depuis le 2 juin, le respect des distances et des gestes de protection amène à mettre des distances entre les tables et donc avoir un effectif client restreint et donc un effectif personnel qui n'est pas du même niveau. Donc, je cite cet exemple-là, mais beaucoup d'autres entreprises sont concernées. Ça peut être le cas du commerce, où parfois on peut avoir l'impression qu'il y a plus de monde dehors qui fait la queue, mais ce n'est pas qu'il y a plus de consommateurs, c'est que les consommateurs ne sont pas dans le même nombre à l'intérieur, et du coup, ça crée certaines files d'attente. Donc, voilà.
2 tiers de l'activité pour une bonne partie, donc ce qui est quand même caractéristique de cette période, donc ça a été aussi le télétravail qui a pris un essor assez spectaculaire. Avant la mise en place donc, du confinement, on était en France à environ 7% de salariés en télétravail. On est passé de manière donc extrêmement forte à un nombre de 40%, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un chiffre qui est à peu près maintenu, 8 millions de personnes, de salariés dans le privé qui sont en télétravail. Ce qui, on le voit, a forcément des conséquences. Et donc, on le sait aussi, mais là les chiffres sont moins précis, qu'il y a une explosion du télétravail pour les services publics, hein, que ce soit au niveau de l'enseignement ou tous les services à la personne qui peuvent avoir lieu donc, dans les missions de service public. Ce qu'on sait sur ces 40% de salariés, et c'est vraiment un élément qui est important à prendre en compte, donc je vous rappelle, hein, c'est des chiffres de l'INSEE de cette semaine, donc c'est 73% de cette population salariée qui était en télétravail souhaite maintenir le télétravail, considérant pour 38% d'entre eux que ça a un impact positif sur les équilibres vie privée, vie professionnelle, bien évidemment avec comme premier point la réduction des temps de transport, hein, et qui pour dans certains cas est quand même conséquent. On le voit bien, Paris, la région parisienne par exemple, sont des endroits où les temps de transport sont parfois longs et fastidieux, et le télétravail permet de récupérer dans certains cas un nombre d'heures qui n'est pas négligeable dans l'organisation de la vie. Par contre, on repère et on entend aussi que 30% des personnes qui étaient en télétravail ne l'ont pas forcément vécu de manière positive et commencent à marquer des troubles psychologiques, souvent parce qu'ils n'ont pas été encadrés sur le plan du management. Et les chiffres parlent, 54% de la population en télétravail, même si elle y a fait face, regrette ne pas avoir bénéficié d'un accompagnement managérial suffisant pendant la période. Là, voilà, donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte. Mais bien évidemment, dans la mesure où cette situation s'est effectuée de manière brutale, elle n'a pas pu s'organiser. Nous y reviendrons tout à l'heure plus précisément avec Christine. Le bricolage qu'on a mis en place et qui a permis de faire face ne va pas pouvoir se prolonger dans les mêmes conditions dans la durée, il va devoir se structurer. Donc la situation qui est aujourd'hui est acceptable parce que ça a été une situation d'urgence. Néanmoins, elle va nécessiter d'être prise en compte et d'être structurée. 2 chiffres aussi qui sont importants. 43% de la population en télétravail considère ne pas avoir eu des conditions adaptées. Hein, bien sûr, tout le monde n'a pas un bureau, tout le monde n'avait pas son ordinateur. Et parfois, on a dû partager l'ordinateur avec les enfants qui avaient leur cours à distance. Voilà, donc des éléments qui sont à prendre en compte. Et aussi, donc, 48% ont eu des difficultés techniques par rapport à des réseaux qui n'étaient pas efficients et qui les ont mis en difficulté. Donc voilà, donc premier point, ce télétravail a montré qu'on était capable de changer, hein, et je dirais que là, on l'a démontré. Et s'il y a une prolongation, ça va supposer une structuration, et donc une structuration du management à distance pour que les éléments de confort nécessaires puissent être retrouvés et faire en sorte que l'entreprise et les salariés y gagnent. Alors avec ce retour au travail depuis le 2 juin, 11 mai c'est le début du déconfinement et 2 juin, bon, ça c'est encore une étape supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a pu observer dans les entreprises? Donc on a observé que quelques jours avant le déconfinement, il y avait une anxiété qui était montée en puissance et que c'est la confrontation au réel, c'est-à-dire le retour au travail, qui a permis de réduire cette anxiété. C'est-à-dire qu'il y avait des représentations qui étaient faites de ce qui allait se passer, qui à un moment finissaient par flouter un peu la réalité des choses. Et le retour au travail a démontré que finalement, on n'était pas si en danger que ça, toutefois qu'on respecte bien entendu toutes les conditions réglementaires de protection des uns et des autres. Donc voilà, alors bien entendu, il y a quelques cas d'anxiété dominante qui sont encore présents, mais qui sont le relief d'anxiété qui préexistaient, donc qui sont liés à des personnalités qui peuvent avoir à un moment besoin d'être accompagnées plus spécifiquement, mais on est loin d'avoir ça en majorité. Donc, par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une efficacité qui est ralentie par l'appropriation des gestes, puisque voilà, il y a des respects de nettoyage, il y a du temps à prendre, et du coup, ça freine. Et puis, le masque, la distance font qu'on n'est peut-être pas d'emblée tout de suite à l'aise, et donc il faut se réapproprier cette dynamique.
C'est en train d'évoluer, mais on le voit par exemple dans l'exemple de certains secteurs, commerce ou autres. Ben voilà, c'est clair qu'il faut passer par les cabines, il y a du nettoyage, enfin voilà, donc forcément ça rallonge le temps de travail. Autre élément donc, qui est observé, c'est que les schémas de décision sont parfois freinés parce que comme l'organisation n'est pas forcément structurée ou n'a pas pris le temps, pour les raisons qu'on connaît bien entendu, de se structurer, il y a parfois un manque d'autonomie dans les prises de décision et des organisations qui sont floues. Par conséquent, parfois, on est obligé de faire appel à différents circuits avant d'avoir la réponse à la décision. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que même si l'enthousiasme est freiné par justement toute cette protection, il y a un véritable intérêt et attrait à revenir travailler. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On sent que les citoyens français apprécient leur travail pour la plupart, même s'il y a quelques cas qui restent à accompagner. Et donc l'inquiétude principale, par contre, qui domine, c'est autour de la question économique, puisque certains secteurs d'activité vont être exposés par rapport à des difficultés de reprise économique et vont avoir des choix délicats, difficiles, douloureux à faire par rapport à la suite, puisqu'on sait qu'il y a certains secteurs où il faudra un certain nombre de mois, voire d'années, pour retrouver le même flux d'activité qu'avant la crise sanitaire. Ce qui va donc se produire dans les entreprises, c'est une obligation de réfléchir très vite à ce qui est en train de se passer. Pour ceux et celles qui ont déjà suivi nos conférences, donc c'est ce que je nomme bien souvent le discours de vérité. Et il va falloir se mettre autour de la table très vite pour travailler autour des variables d'ajustement. Décider dans l'incertitude, c'est toujours très complexe parce que Dr Boyer va vous l'expliquer tout à l'heure, on est quand même si les éléments et les indicateurs s'améliorent, on n'a pas de certitude sur la manière dont les choses vont s'opérer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc on va devoir prendre des décisions dans un climat incertain, ce qui veut dire qu'on va devoir faire preuve de beaucoup de flexibilité. Et donc on doit se poser 3 questions essentielles. On doit se demander quel est le contexte, c'est-à-dire s'assurer des éléments de contexte et les analyser suffisamment précisément pour que l'on puisse à un moment agir en connaissance de cause. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ça, c'est une deuxième question qu'on doit se poser. Et on doit se poser la question très vite, en entreprise, de qui peut apporter une aide. Alors, quand je parle d'aide, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ce soit le dirigeant ou la dirigeante seule qui travaille sur ces sujets qui sont compliqués. Les managers vont devoir s'entourer. En fait, il va falloir recruter ce qu'on appelle des task force, c'est-à-dire des groupes de réflexion, d'action, appuyés sur la diversité. Hein. Donc, je vous rappelle les 4 piliers de la diversité. C'est l'intégration des personnes à mobilité réduite, c'est l'intégration de l'interculturel, la diversité intergénérationnelle et la mixité homme-femme. C'est-à-dire qu'il va falloir oser créer des groupes de travail multidimensions pour qu'à un moment donné, la multiplicité des regards permette de construire l'avenir de manière suffisamment, je dirais, construite pour faire face aux défis qui vont se présenter. Donc attention, parce que bien entendu, il faut évaluer les risques, mais il ne faut pas les évaluer que sur le plan factuel, qui sont souvent un ensemble d'empêchements. Il faut aussi les évaluer sur la partie non factuelle, qui sont les craintes. Et on le voit bien, il y a beaucoup de craintes, et donc si on ne met pas des mots sur les craintes qu'on peut avoir, on risque de passer à côté des variables d'ajustement qui seraient nécessaires. Et dans le crainte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le mot peur. Et donc on le voit bien, ça nous renvoie à notre intelligence émotionnelle, à toutes les émotions qui vont être nécessaires de prendre en compte pour pouvoir s'adapter aux éléments de contexte, parce que historiquement et dans la nature humaine, c'est quand même le cerveau émotionnel qui permet de réagir de manière adaptée puisqu'il s'adapte au contexte. Donc il va falloir décider pour agir, et dans décider pour agir, il va falloir agir vite, donc décider vite. Ce n'est pas demain ou après-demain parce que j'attendrai tel et tel élément, c'est dès maintenant. Et donc ça veut dire aussi s'appuyer sur une remise en question fondamentale des préjugés et des croyances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les vieilles recettes. Là, on est dans un contexte inédit, donc il faut être aussi dans l'inédit sur la manière d'y réagir. Une crise devient catastrophique, il faut le savoir, si nous y répondons par des idées toutes faites. Donc il va falloir faire preuve d'innovation.
Et nous avons une occasion inédite de réfléchir collectivement, puisque nous avons tous vécu la même chose. On est vraiment dans un instant où la mobilisation du co, hein, si j'essaie de prendre une expression, elle est quand même déterminante. Il faut remettre la pensée en route à la partir d'une recherche de sens et travailler spontané, mais surtout expérimenter, oser agir. C'est-à-dire qu'on a souvent de bonnes intentions. Le slogan d'Expert RH, c'est « passons de l'intention à l'action », ça n'a jamais été aussi vrai. C'est extrêmement important d'oser, même si parfois, dans ce qu'on va oser, ça va supposer d'être réajusté. Mais le pire, ce serait d'attendre et d'être attentiste. Donc le co devient un vecteur de progrès, hein, collectif, et codétermination, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Et ensuite, donc, il faut créer d'autres indicateurs de progrès que ceux que, on l'entend, hein, il va y avoir de grandes conférences qui vont s'organiser sur ces thématiques-là. Et pour ce qui est spécifique de l'entreprise, dans les vecteurs de progrès et les autres indicateurs, la qualité de vie au travail va être un élément déterminant et va permettre de regrouper les salariés dans un objectif commun. Là, et on a tous besoin de l'énergie de tout le monde pour pouvoir aller au-delà. Donc, on a parlé d'intelligence émotionnelle, de qualité de vie au travail. Il va falloir donc que pour chacun et chacune, et chaque membre de l'entreprise est concerné, de haut en bas, de bas en haut, et je dirais de manière transversale, on doit avoir une conscience de soi, c'est-à-dire être en mesure déjà de se poser la question de où j'en suis, comment je me sens dans cette situation, et de travailler de soi à soi et vis-à-vis des autres avec des météos émotionnels qui vont permettre de faire vraiment la différence dans le travail de mobilisation des énergies. Donc le leadership est en évolution aussi dans les entreprises. Il va falloir oser des leaderships, ce qu'on appelle des leaders alternatifs, travailler sur des missions et amener chacun par rapport à l'attrait ou le niveau de connaissance et de compétences qu'il a, de pouvoir prendre à un moment le lead sur certaines actions. Et surtout, moi, je vous invite, et c'est très important, même si vous pourriez avoir le sentiment que je prêche pour ma chapelle, d'être accompagné, parce qu'être accompagné est trop souvent perçu comme un aveu de faiblesse, mais c'est l'apanage des grands et tous ceux qui ont, pendant cette période de confinement, été accompagnés disent bien que ça leur a permis d'avoir une hauteur de vue, qui leur a donné un regard multidimensionnel qui était nécessaire pour faire face. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à réagir. C'est maintenant, go on, allons-y, l'action est au présent. Et ça, c'est un élément déterminant. N'attendons pas juillet, n'attendons pas août, n'attendons pas septembre. C'est maintenant qu'on pourra mobiliser les équipes autour de soi pour faire face à ce défi sur lequel nous ressortirons forcément plus fort. Donc voilà les grandes pistes sur lesquelles, au niveau des comportements humains, c'est important déjà d'être, je dirais, dans une dynamique constructive. Et pour justement alimenter notre propos et voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette crise sanitaire, je vais laisser la parole donc à Christophe Boyer qui va nous donner donc les chiffres, l'état, la situation aujourd'hui et les perspectives dans la mesure où il y en aurait par rapport aux éléments que tu possèdes. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire un point de synthèse, un point d'étape par rapport aux deux précédentes conférences. L'idée, c'est qu'actuellement, on est dans une zone intermédiaire. Alors, ça va être très optimiste et très pessimiste en même temps. Optimiste parce qu'on avait dit que ce virus, on ne le connaissait pas et que ça allait être un petit peu compliqué parce qu'on allait devoir anticiper un certain nombre de choses et que vous avez vu que toutes les phases d'anticipation ont été sur des situations les plus pessimistes. La situation actuelle, on a une stabilité, on est dans une période de entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a... on parle donc de circulation du virus. C'est quoi la circulation du virus? C'est de savoir si le virus est toujours présent. Donc il est toujours présent, ça on le sait. Et on essaie de savoir si il circule encore dans la population. Et vous avez vu, il y a eu des prélèvements qui ont été faits en ville, sur Amiens. Il y a eu 2 centres de prélèvement pendant 2 jours. Et c'est intéressant d'avoir les résultats de ces prélèvements. Il y a eu à peu près 700 personnes qui ont été prélevées. Et sur ces 700 personnes, on avait un taux très faible de présence de virus. Alors je vous rappelle la différence entre une
PCR, c'est le petit prélèvement que l'on fait dans le nez, et la sérologie, la prise de sang. La PCR permet de savoir si le virus est présent, actif, et la sérologie permet de savoir si on a été en contact avec le virus et qu'on a des anticorps. Donc ça veut dire que la PCR permet d'avoir une image immédiate, combien est-ce qu'on a de virus qui est encore actif, et la sérologie permet de savoir combien de personnes dans la population ont été en contact avec le virus. Ce qui est actuellement rassurant, c'est que le nombre de patients qui ont du virus actif est extrêmement faible. Alors, c'est rassurant, mais en même temps inquiétant, parce que si on dit, si le virus ne circule plus, est-ce qu'on a besoin de prendre encore toutes ces mesures? C'est bien là le risque, c'est parce que l'on a pris toutes ces mesures qu'on arrive à cette situation d'un virus qui ne circule plus. C'est parce qu'on a pris la distanciation physique, ce 1 mètre, que l'on a utilisé des solutions hydroalcooliques, que l'on a porté le masque, que l'on était arrivé à ralentir la diffusion du virus. Donc, il ne faut pas se tromper, on en arrive là actuellement parce qu'on a mis toutes les mesures en place. Et le plus grand risque maintenant auquel on s'expose, c'est de se dire, puisqu'il ne circule plus, je lève ces protections et que ça redémarre. Donc là, on est plutôt rassurant si on fait une photo actuelle, la circulation du virus est assez faible. Maintenant, quand on regarde le nombre de personnes qui ont été exposées au virus, on est dans à peu près entre 10 et 15% de personnes qui ont été en contact avec ce virus. Alors, là maintenant, on peut le dire, à l'heure actuelle, on était un petit peu inquiet de savoir si on développait une immunité, est-ce que l'on était protégé. Il est encore trop tôt pour dire si cette immunité va se poursuivre sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tout ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, tous les patients qui ont été en contact depuis le début de l'épidémie et chez qui on vérifie s'ils ont encore une immunité, ils ont encore l'immunité. Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle, à 1 mois et demi, 2 mois, on a encore une immunité. Là, c'est la difficulté des nouveaux virus. On ne sait pas si c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais en tous les cas, à l'heure actuelle, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, on est toujours protégé. Ça, c'est un élément également qui est rassurant. Alors, la difficulté là que l'on va avoir maintenant, c'est cette pérennité des mesures barrières que l'on a mises en place. Et je pense que on commence à avoir d'autres indicateurs qui nous inquiètent. J'avais dit que je serais un petit peu pessimiste. C'est que je vous laisse à chacun réfléchir aux 3 mesures barrières qui fonctionnent. Ça, maintenant, c'est démontré. On a la distanciation physique, moins de 1 mètre, essayer de rester à moins d'1 mètre, enfin plus d'1 mètre. Le port du masque, qui est une évidence pour tous. Et si je vous demande à chacun, ça fait combien de temps que vous n'avez pas utilisé une solution hydroalcoolique? Je vois que tout le monde regarde. Et là, on a un petit blanc. On s'aperçoit que la première barrière qui est en train de tomber, c'est la solution hydroalcoolique. Et je vous rappelle que dans nos précédentes conférences, on avait dit que c'était la solution hydroalcoolique qui était la meilleure des barrières, puisque, je ne vais pas le faire, mais bien, j'approche ma main soit de mon visage, soit de mon masque, et je vais toucher mon voisin, c'est cette contamination et qu'est-ce qui va l'arrêter? C'est la solution hydroalcoolique. S'il y a bien un message à faire passer actuellement, c'est que l'on a gagné le début, on a gagné la première bataille, on a réussi à arrêter de faire circuler le virus, il circule beaucoup moins, mais que si on baisse la garde sur une de ces 3 mesures, on s'expose à ce que ça redémarre. Et que la contrainte du 1 mètre, du masque et de la solution hydroalcoolique est extrêmement faible. C'est une contrainte, ce sont des réflexes. Attention à garder ces réflexes de la solution hydroalcoolique. Je me permets vraiment d'insister lourdement sur ce thème parce que c'est vraiment une solution simple, efficace, et on se protège. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a regardé dans l'hôpital où on avait évidemment le plus haut risque de l'attraper. On s'est rendu compte que dans les services où il y a eu une discipline de fer, on s'est imposé une discipline de fer avec ces solutions hydroalcooliques, sa distanciation et les masques, on a un taux de contamination dans l'hôpital qui est paradoxalement pas très élevé. Et qu'on s'est tous fait faire une prise de sang pour savoir si on avait été exposé, et beaucoup d'entre nous n'ont même pas été en contact avec le virus. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que le virus n'était pas très contaminant? Non, ça on a démontré que le virus était très contaminant.
Simplement, ça veut dire que solution hydroalcoolique, masque et distanciation, ça marche. Et quand on disait qu'on était à 99,5% de sécurité avec ces simples mesures barrières, continuons-les. Il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est simple à mettre en place et ça marche. Donc on a maintenant, on est certain. Alors il y a eu toute cette polémique, est-ce que c'était aéroporté, est-ce que c'était quand c'était posé sur la table, combien de temps ça restait, le virus restait sur les... On s'en fiche de tout ça. Tout ce que l'on sait, c'est que si on se protège, ça marche. Donc il faut qu'on garde absolument cette discipline. Et alors on parlait de marathon, vous vous souvenez dans nos premières réunions, c'était marathon. On est dans un marathon. Et que tout ce que vous allez mettre en place, cette réorganisation dans le monde du travail qui va se mettre en place, ne pourra fonctionner que si on garde ces barrières. Et là, j'ai vraiment... alors, moi, mon intervention va être assez courte parce que je pense que vous avez des domaines beaucoup plus complexes. Mais si je dois rappeler vraiment ces règles de barrières, c'est fondamental pour que tout ce qui va être mis en place ne s'effondre pas. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir des rebonds? On a parlé de deuxième vague, de troisième vague. La grande difficulté là, c'est qu'on n'est pas certain qu'il y aura une deuxième vague aussi importante que la première, même si, parce qu'il y a eu ces mesures barrières et qu'on a réussi à endiguer. Ça veut dire que là, on va avoir de nouveau des petites augmentations. Très clairement, si on reprend et on devient de nouveau très rigoureux sur les barrières, on réarrêtera la progression du virus. Et du coup, ça sera bénéfique. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de prendre ce temps de retard. C'est-à-dire que la période d'octobre-novembre va être la période la plus ambiguë parce que le virus va forcément réapparaître et que les virus habituels, les virus que l'on connaît, de la grippe, vont venir se mêler. Et c'est là que le challenge va devoir être pris, c'est-à-dire que c'est là qu'il va falloir qu'on soit revigilant sur toutes ces barrières pour pas qu'on relaisse flamber et qu'on se retrouve à devoir reconfiner pour pouvoir de nouveau arrêter la circulation du virus. Voilà. Donc, si on doit donner vraiment une ligne, c'est que ce marathon, je pense, dans tous vos messages d'organisation, rappeler des mesures barrières qui doivent être très simples. Alors, on voit énormément de choses en ville, hein, parce que, alors, on voit le port de gants. Je reviens sur le port de gants, je réalerte, c'est un faux ami le gant. Alors là maintenant on est tous catégoriques, le port des gants, le virus passe à travers les gants. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on en met? Ça va le ralentir, mais il passe. Donc le piège c'est de se dire, je mets des gants et je suis tranquille. Non, on rappelle qu'on est tranquille quand on sait laver les mains à la solution hydroalcoolique. C'est pour ça que je me permets de revenir à cette solution hydroalcoolique. Je touche mon masque. Tous, vous le faites. Là, le masque 20 fois. Enfin, vous voyez, même les grands spécialistes, quand ils passent à la télé, se touchent le nez avec le masque. Vous dites, non, c'est oui, je me touche le masque, solution hydroalcoolique derrière, et ayez ce réflexe à chaque fois. Et ça, c'est mon côté très optimiste. Je voudrais sincèrement que vous, tous les chefs d'entreprise, vous puissiez évaluer la grippe de cet hiver et la gastro-entérite de cet hiver. Moi, j'attends réellement cette gastro-entérite de cet hiver. Si on arrive à garder, je pense que vous allez gagner 2 fois. C'est-à-dire que vous allez avoir, et je le pense sincèrement, que arrêter de se faire la bise quand on arrive sur son lieu de travail, ça a été, je pense, une des grandes mesures bénéfiques. Bon, ça fait un petit peu de distanciation, mais c'est pour le virus. Et se laver les mains et ce masque, pour cet hiver, il faudrait que vraiment, à la sortie de l'hiver, on fasse une vraie synthèse de l'absentéisme lié à ces périodes qui sont complexes de Noël et d'après début d'année. Donc voilà, si je dois faire une synthèse, je dirais que là, on est plutôt rassurant. Si on fait une image, on est rassurant sur la diffusion du virus. On est rassurant parce que tout le monde a fait de vrais efforts pour arriver à cette situation. Le piège serait de dire « ça va mieux, donc, bon, est-ce que vraiment il faut que je porte le masque? Est-ce que vraiment il faut… » C'est là l'erreur, c'est parce que l'on l'a fait qu'on est arrivé à cette situation. Si on arrête de prendre ces mesures barrières, le virus repartira. Donc, continuons-les simplement et poursuivons cette action le plus longtemps possible.
pendant un an et faisons un vrai bilan au bout d'un an. Et je pense qu'on va changer toutes nos habitudes pendant de longues années. Donc en fait, dans ce que tu dis, on peut considérer que le télétravail contribue aussi au ralentissement de la Évidemment. propagation. Donc Évidemment. tous les Alors, indicateurs nous montrent que je dis c'est attention à une chose, c'est que le télétravail fait qu'on ne porte plus son masque, qu'on ne se lave plus les mains parce qu'on est à la maison, chez soi. et que cette difficulté, elle n'est pas qu'au travail. Je dirais que là, on voit les écueils, on le vit tous au quotidien. Vous allez à la boulangerie, vous allez, alors je suis allé comme vous, je suis allé dans un magasin de bricolage, où on se retrouve 150 dehors bloqués, et qu'on rentre par groupe de 10 et on ne doit pas être plus de 20 dans le magasin. Alors en effet, ça fonctionne dans le magasin, mais quand vous êtes dehors, on se retrouve à 150 et puis évidemment, on commence à discuter avec son voisin et puis voilà. Donc attention à cette... vraiment, le télétravail est évidemment un excellent vecteur pour limiter la diffusion, mais gardons le masque, gardons la solution hydroalcoolique, je dis, et la distanciation sociale, pardon, on ne doit plus dire sociale, on doit dire physique. D'1 mètre. Je rappelle que, pour qu'on recale bien les choses, parce que parfois on nous dit, oui, mais quand je suis dans la file d'attente... on rappelle que la définition médicale pour pouvoir se contaminer avec un virus, c'est plus d'1 quart d'heure à moins d'1 mètre. Et attention, c'est bien plus d'1 quart d'heure à moins d'1 mètre. Si on est à 1 mètre, un des 2 paramètres tombe. Si on est à plus d'1 mètre, on est protégé. Déjà, simplement là, nous, on est protégé. Si en plus je mets mon masque, et en plus je ne vous touche pas, et je me lave bien les mains, je rappelle la solution hydroalcoolique, je vais être très très lourd sur ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que tout simplement nos cellules d'hygiène travaillent sur ça, et on se rend compte là vraiment qu'actuellement le vecteur de contamination, c'est bien parce qu'on n'utilise plus la solution hydroalcoolique, et pas parce que le masque, on sait très bien qu'on fait faute sur faute. Et qu'on le descend, qu'on le remet, on parle, alors on parle, et puis après on le remet, on le redescend, on parle, et à chaque fois on oublie que la main a été en contact, et voilà. Donc optimiste, une situation qui est plutôt stabilisée dans le bon sens grâce à toutes les mesures, ne les perdons pas pour pas que ça redémarre. Bien, merci Christophe pour ces éclairages qui nous sont très enrichissants. Donc, par rapport à ce qu'on peut observer en entreprise, donc on l'a entendu, un respect, surtout ne lâchons pas la bride trop vite parce que ça mettrait en péril tous les efforts qui ont été faits. Donc, c'est très important d'être vigilant et on doit l'être, y compris à domicile, on l'a entendu. Donc, en télétravail, si on travaille le management à distance, rappeler régulièrement d'ailleurs aux collègues que c'est un élément important. Puisqu'on parle beaucoup télétravail, qu'on parle reprise d'activité, Christine, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as pu observer toi? L'évolution de la réglementation, est-ce qu'il y a des éléments sur justement ce contexte spécifique au regard des réglementations autour de l'organisation du travail? Où est-ce qu'on en est? Alors effectivement, la reprise d'activité est relancée. Certaines entreprises n'avaient pas arrêté. D'autres avaient complètement stoppé leur activité et ont commencé à reprendre leur travail. On constate qu'évidemment les entreprises ont pris la dimension de l'importance d'organiser et de mettre en place ces plans d'action sur la sécurité et la distanciation sociale. Alors on a eu un bel exemple avec Amazon, puisque Amazon a été condamné à devoir fermer son entreprise, voire même condamné à verser des sommes très importantes à chaque journée pour lequel elle n'avait pas mis en conformité ses installations. Et je pense que ça a été l'exemple qui probablement et très certainement aussi nous a aidé à réagir dans la mise en place de la remise en route de nos entreprises. Donc cet exemple d'ampleur et qui a été très fortement médiatisé a évidemment aidé nos entreprises à s'organiser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate et quels sont les premiers retours, puisque l'activité d'Expert RH, c'est de gérer la paye des entreprises. On est évidemment aujourd'hui contacté déjà par des dirigeants qui s'inquiètent de cette reprise d'activité qui
qui ne se remet pas en route comme on l'aurait souhaité, évidemment. Le fait que les personnes soient en télétravail, évidemment, tu le disais, Laurence, les circuits de décision sont plus longs. La livraison à nouveau des marchandises, eh bien, tout ça, ça doit se remettre en route. On a aussi le consommateur qui consomme différemment, qui consomme moins. Comme tu le disais, il y a des files d'attente dans les magasins, mais dans les magasins, il y a moins de monde. Et quand on s'y déplace évidemment pour consommer l'essentiel de ce dont on a besoin immédiatement. Donc l'économie en tout cas de nos clients aujourd'hui, quelques-uns sont quand même très inquiets. On commence déjà à envisager des plans de licenciement, parfois allant jusqu'à 30% des effectifs, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant. On a d'autant plus comme autre difficulté que les écoles et les crèches ne reprennent pas à taux plein, alors que, semble-t-il, dans les chiffres, docteur Boyer, vous pourrez peut-être nous le confirmer, les enfants ne sont pas les vecteurs de contamination les plus importants. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, peut-être. Ça a été confirmé en effet scientifiquement, alors que c'était, comme on le disait dans les premières conférences, c'était absolument pas évident. Et en effet, on pensait que c'était les enfants qui étaient les principales porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils avaient le virus et qui ne présentaient pas de signes. Là, il y a eu une conférence, je crois, hier, une conférence qui a confirmé que les enfants n'étaient pas les principaux vecteurs et que des porteurs sains, il y avait également chez les adultes. Ouais. Donc, mais que là, très clairement, comme la circulation du virus est à moins de 1%, ça veut dire que voilà, Ouais. là, le virus ne circule pas en ce moment. Donc, Et le fait que les écoles ne reprennent pas à taux plein, alors le gouvernement avait évidemment indiqué que les personnes pourraient continuer à garder leurs enfants s'ils avaient des attestations des écoles indiquant qu'ils ne pouvaient pas prendre les enfants. Or, les écoles aujourd'hui ne fournissent pas ces attestations puisqu'ils accueillent les enfants. Et donc, des salariés se retrouvent encore en activité partielle, devant garder leurs enfants, soit parce qu'ils ne veulent pas les mettre à l'école, soit parce que l'école n'est pas forcément en capacité d'accueillir tous les enfants. Et puis, on arrive quand même à une période qui est très proche des vacances scolaires, et donc beaucoup de parents ont décidé de ne pas remettre leurs enfants à l'école. Donc, c'est une réelle problématique économique, puisque, évidemment, si l'activité ne reprend pas à plein, quand bien même nos entreprises n'ont pas peut-être le flux d'activité pour occuper l'ensemble de leurs salariés, le fait qu'une partie de la population ne travaille pas parce qu'elle est contrainte de garder ses enfants ou a des pathologies qui l'amènent à devoir se confiner, eh bien la relance économique n'est pas aussi forte. Et quand une entreprise reprend, elle reprend pour ses clients, mais elle reprend aussi pour ses fournisseurs en amont. Et si elle n'alimente pas ses fournisseurs, si elle n'alimente pas ses clients, elle n'alimente pas non plus ses fournisseurs. Voilà, donc le schéma économique aujourd'hui est extrêmement inquiétant. On a des prévisions aussi et des chiffres qui nous sont donnés par certaines organisations comme les hôtels, cafés, restaurants et nous, les hôtels qui parlent de taux de remplissage de 20% d'ici la fin de l'année, ce qui est quand même des taux très faibles. Même si on se dit qu'on va pouvoir partir en vacances, eh bien, économiquement, ça va être, à mon avis, extrêmement compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, des décisions vont devoir être prises par les entreprises. Alors, c'est évidemment, aucun chef d'entreprise n'a l'intention de licencier ses salariés, d'autant plus qu'ils ne sont pas la cause de cette difficulté économique. Ça n'est qu'une conséquence de cette crise sanitaire. Ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est vraiment le constat d'une chute de l'activité économique qui a et aura des conséquences sur l'emploi. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Aujourd'hui, nous, chez Expert RH, évidemment, on fait des estimations d'indemnités de rupture, parce que pour rompre un contrat, il va falloir verser des indemnités, ce qui économiquement va aussi peut-être renvoyer à des difficultés financières, économiques. Et puis, il faut accompagner aussi ces salariés qui vont être licenciés, et tout ça génère de l'inquiétude. Et ça, je pense que c'est des annonces qui vont arriver dans les prochaines semaines. On a déjà des grandes enseignes qui annoncent dans le commerce des plans de licenciement importants. Et donc, ça va se répercuter aussi sur nos petites entreprises. Ensuite, au niveau de l'organisation du travail, évidemment, les outils nous ont aidés dans cette crise sanitaire. Je pense aux visio, à toute cette relation qu'on a pu aussi garder avec les salariés qui ont télétravaillé, puisque tu le disais, plus de 40% encore aujourd'hui de la population active est en télétravail. Ça va continuer. Certains salariés ont souhaité revenir dans les bureaux, d'autres ont souhaité continuer en télétravail. Il y a même certaines entreprises ont décidé de poursuivre complètement le télétravail. Et je pense que cette décision de poursuivre le télétravail, sans formalisme tel qu'on l'a installé aujourd'hui, va pouvoir se poursuivre, à mon avis, au moins jusqu'au 10 juillet, puisque cette date marque la fin de la crise sanitaire fixée par le gouvernement.
Par contre, au-delà du 10 juillet, il est évident qu'il va falloir structurer juridiquement la mise en place du télétravail, puisqu'on sera sorti de cette crise reconnue par l'État, crise sanitaire. Donc du formalisme va devoir être mis en place, et je pense qu'on va y revenir juste après. Pour autant, nos salariés ont une réelle capacité d'adaptation. Certains étaient demandé le télétravail avant la crise sanitaire, mais de là à la mettre en place de manière immédiate comme ça, sur une journée, quasiment en une demi-journée, on a appris le 15 qu'on allait être confiné et que le 16 à midi, il fallait rester quasiment chez soi, même si le discours n'a pas forcément apporté beaucoup de confusion dans nos entreprises, parce que certains chefs d'entreprise ont décidé le 16 de stopper leur activité. Or, le gouvernement avait aussi dit, et ça fera l'objet de contrôle, ça, c'est ce qui va nous revenir, avait aussi dit tout ce qui peut continuer à travailler va devoir continuer et ne vont s'arrêter que les entreprises qui ont été listées dans un décret du 15 et 16 mars. Pour autant, les autres devaient continuer à travailler. Donc, le contrôle de l'activité partielle, je vais en reparler, va évidemment revenir aussi en boomerang dans les entreprises. Pour autant, je pense qu'on a eu une réelle capacité d'adaptation au sein de nos salariés pour continuer et poursuivre le travail. On a aussi aujourd'hui comme difficulté, c'est de réintroduire des salariés au travail qui ont été arrêtés pendant 8, 9, 10 semaines et qui sont parfois contraints soit d'emmener leurs enfants à l'école ou de les faire garder pour reprendre le travail. On voit déjà apparaître dans les entreprises des arrêts de travail de salariés qui n'ont pas de justificatif parce qu'on n'a pas à garder ses enfants, ils n'ont peut-être pas d'enfants, mais s'arrêtent de travailler. Et donc le taux d'absentéisme, à mon avis, va aussi augmenter. Donc on espère que les médecins, évidemment, vont limiter ce recours à l'arrêt de travail, quand bien même les salariés psychologiquement ont du mal à repartir au travail. Pour l'avoir nous-mêmes vécu au sein d'Experts RH, après 10 semaines à avoir travaillé chez soi, de repartir au bureau, évidemment, il y a des inquiétudes qui sont présentes. Moi, j'ai assimilé ça à un retour de congé maternité. Quand on rentre de congé maternité, la première journée, on y va en reculant, évidemment, parce qu'on laisse son enfant. On repart dans une organisation qui, après quelques semaines, a aussi changé dans l'entreprise. Et l'après-midi, on a déjà oublié qu'on avait été confiné pendant 10 semaines et on est reparti. Et le travail reprend quasiment normalement dès le lendemain de la réintroduction des salariés dans l'entreprise, avec tous ces gestes barrières que les salariés ont compris, je pense, et s'appliquent à mettre en œuvre aujourd'hui. Voilà pour ce qui est en tout cas de la reprise d'activité. En ce qui concerne le télétravail, évidemment, on l'a dit, pas de formalisme n'était obligatoire aujourd'hui pour les entreprises. L'employeur pouvait décider de mettre en place ses salariés en télétravail sans l'accord de ses salariés. Il en sera différemment après le 10 juillet, de toute évidence. Et avant cette date, il faut s'organiser pour structurer le télétravail, parce qu'il va se poursuivre. D'une part, parce que certains salariés ont pris goût à ce télétravail. Certaines entreprises ont aussi compris que les salariés étaient parfois très efficaces en télétravail. Nous, on l'a vécu et on le vit même avec des entreprises extérieures à la nôtre, comme des institutions, je pense aux organismes de sécurité sociale, qu'on a réussi quasiment à joindre plus facilement par le biais d'envois de mails qui nous ont immédiatement rappelé ce qu'on ne vivait pas quand on était en dehors de cette crise sanitaire. Donc ça a parfois fluidifié certaines organisations. Je pense au commerce. Proposer une visio à un prospect avant la crise sanitaire, c'était peut-être pas forcément très adapté. Aujourd'hui, personne ne s'y oppose. Et au contraire, tout le monde est enclin, au contraire, à utiliser ces outils parce qu'on les maîtrise mieux, évidemment. On les maîtrise, on les comprend. Et puis, au fond, c'est pratique. Donc, notre schéma économique va peut-être aussi être bouleversé sur ce sujet. Concernant la mise en place du télétravail, donc je rappelle les quelques éléments juridiques qui sont importants. C'est d'abord de négocier soit un accord, soit une charte télétravail. Et la charte, elle est vraiment, on va appeler ça les fondations du télétravail. Ça va organiser d'abord qui va pouvoir partir en télétravail, parce que même si on l'a mis en place de manière brutale pour tout le monde, on n'a peut-être pas possibilité de laisser tout le monde en télétravail. Et pour que l'activité économique de l'entreprise soit fluide, on va peut-être demander à certains salariés de venir au travail et à d'autres de rester au travail. Et la charte, elle est là aussi pour fixer qui peut être en télétravail et qui ne peut pas l'être.
Elle va aussi permettre, cette charte, de fixer les limites des durées de travail, d'indiquer à un salarié dans une charte qu'en situation de télétravail, il ne peut pas faire d'heures supplémentaires. C'est déjà un très bon moyen de se prémunir d'éventuels contentieux sur le recours massif d'heures et les réclamations d'heures supplémentaires. De laisser aussi cette possibilité dans les accords à nos salariés de tirer la sonnette d'alarme quand le travail est trop important et de pouvoir alerter sa hiérarchie avec des circuits d'information qui sont inscrits dans cette charte, permettant aussi de sécuriser le salarié placé en situation de télétravail pour que lui aussi puisse tirer la sonnette d'alarme et dire stop, j'ai trop de travail, ou inversement, je n'en ai pas assez. Parce que dans le télétravail, on a vécu ça pendant la crise. Les salariés au début avaient du travail. Et à un moment donné, le travail s'est distendu et on a fini par ne plus avoir de télétravail en situation de télétravail. Donc c'est aussi d'organiser l'entretien que nous allons avoir avec ces salariés pour permettre de continuer le télétravail. Il faut aussi mettre en place des avenants au contrat de travail afin d'inscrire dans les conditions de travail ce nouveau mode d'organisation pour les salariés. Donc l'avenant au contrat de travail, il est indispensable. En tout cas, on doit avoir un écrit entre l'employeur et le salarié qui fixe les conditions du télétravail et qui vient rappeler qu'une charte ou un accord existe. Notre CSE doit lui aussi être intégré dans ce processus de mise en place du télétravail. C'est lui que l'on va consulter pour vérifier que la charte est conforme, qu'elle peut s'appliquer dans l'entreprise et qu'elle va être acceptée par l'ensemble des salariés. On va aussi organiser dans cette charte la prise en charge des frais, puisque les salariés qui vont travailler en situation de télétravail, évidemment, engagent des frais, soit parce qu'ils vont peut-être devoir s'aménager un espace définitif de travail, ce qu'ils n'ont peut-être pas eu pendant cette crise sanitaire. Certains ont travaillé dans leur cuisine, dans leur salon. Aujourd'hui, installer le télétravail dans le temps, ça veut dire aussi peut-être devoir prendre en charge une quote-part de loyer, une quote-part de la maison, une quote-part des frais d'électricité, frais de chauffage. Alors l'URSSAF nous a aidés il y a quelques temps, puisqu'elle a sorti juste avant le confinement, une règle d'indemnisation des salariés qui est fixée à 10 € par jour de télétravail effectué dans la semaine. Donc un salarié qu'on installe une journée par semaine en télétravail se voit verser par mois 10 €. S'il est installé 5 jours dans la semaine, donc tous les jours de la semaine, il touchera 50 € par mois de manière forfaitaire, sans avoir à justifier des dépenses qu'il a engagées dans le cadre de ce télétravail. Évidemment, si vous souhaitez aller au-delà de cette somme de 50 €, eh bien, il faudra justifier à l'appui de factures, de téléphone, de quittance de loyer, de calcul de surface occupée, pour justifier d'un remboursement au-delà de 50 €. Voilà pour ce qui est de l'organisation du télétravail. Sans oublier aussi que ce télétravail, quand bien même il a pu être mis de manière très rapide depuis le 16 mars, on a aussi des données qu'il nous convient de protéger dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça a parfois été la porte ouverte, on l'a vu, certaines entreprises se sont fait attaquer pendant cette période sanitaire, aussi parce que on n'a peut-être pas pu sécuriser les accès aux serveurs, ou qu'au contraire, on a dû ouvrir des accès sur les serveurs afin que les salariés puissent travailler en situation de télétravail, et de fait, on a ouvert des accès au piratage. Donc là aussi, on met un petit coup sur la RGPD. Eh bien, la RGPD, elle est là aussi pour gérer la protection des données de l'entreprise et structurer, organiser, rappeler aussi aux salariés comment on doit fonctionner informatiquement pour protéger les données de l'entreprise. Et évidemment, c'est un échappatoire, cette ouverture en tout cas, et cet accès au télétravail ouvre des portes sur le piratage qui peut avoir quand même des conséquences économiques extrêmement importantes sur les entreprises. Certaines entreprises ont aussi décidé de modifier leur cycle de travail, évidemment, puisque pour être moins nombreux ou pour respecter cette distance, alors que j'appelle moi distance de sécurité, parce que dans le travail, on parle surtout d'hygiène et de sécurité au travail, donc on n'a pas de distance sociale au travail, on a une distance de sécurité. Pour assurer cette distance, il a parfois fallu faire en sorte qu'il y ait moins de salariés dans nos entreprises, alors je pense aux industries notamment, et du coup d'allonger les plages de travail. C'est certainement des choses qu'on n'aurait pas pu faire en dehors de cette crise sanitaire, puisque l'objectif ici, c'était bien sûr de préserver aussi les emplois face à une situation de santé nécessaire et une organisation nécessaire. Et donc les salariés ont accepté ces modifications de cycle de travail qu'on n'aurait certainement pas pu faire en dehors de la crise. Donc je ne dis pas qu'il faut en profiter,
Mais c'est peut-être l'occasion aussi de revoir le fonctionnement de nos cycles, alors en 2-8, en 3-8, d'une partie de salariés en télétravail. Là aussi, ça a pu poser problème et ça pose déjà problème en retour des salariés dans l'entreprise, entre ceux qui ont dû rester dans l'entreprise et ceux qui ont pu télétravailler. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des conflits qui arrivent, puisque les salariés qui ont dû travailler s'opposent un peu à ceux qui reviennent parfois un peu au travail, en leur rappelant qu'ils ont été plutôt très protégés, ce que les salariés devant travailler sur site n'ont pas pu bénéficier. Alors ça, c'est des choses qu'il va falloir gérer, des médiations peut-être à mettre en place dans les entreprises. Voilà pour l'organisation du travail. Pensez également, et je pense que ça c'est un élément que personne n'a oublié, mais le document unique d'évaluation des risques, il doit impérativement être à jour dans vos entreprises, il doit intégrer ce risque sanitaire. Alors ce n'est pas un risque chimique, contrairement à ce qu'on a pu entendre au début, et attention, le risque chimique, ne l'abordons pas dans notre document unique, c'est un risque de contamination, de crise sanitaire, mais le risque chimique, il est associé à des contraintes extrêmement importantes dans le Code du travail, qui est notamment la visite renforcée pour tous nos salariés de cette visite médicale, que ne pourront pas assurer nos services de santé. Et donc, dans notre document unique, attachez-vous quand même à travailler sur un risque sanitaire, sur des préconisations que doivent prendre les salariés, d'inscrire toutes les affiches que vous avez mises en place dans vos entreprises pour respecter le lavage des mains, le port du masque, la distance. Notre document unique doit être alimenté de toutes ces informations. Aussi peut-être des produits chimiques que vous utilisez maintenant dans vos entreprises pour désinfecter les lieux de travail, parce que les produits ne sont peut-être pas les mêmes que ce que vous utilisiez avant. Tout ça, ça doit être également référencé dans ce document unique. Il doit être tenu à jour également des organes de contrôle tels que la Directe et la médecine du travail. Et vos représentants du personnel également doivent être informés de cette mise à jour de document unique. On en avait parlé dans notre première conférence, insisté aussi sur le fait que le passage d'un huissier doit être peut-être envisagé dans les entreprises, et je le préconise. L'huissier, il va constater toute l'énergie que vous avez mis en place pour la reprise du travail. Et il va inscrire dans ce rapport qui va vous être transmis les affiches, les préconisations, peut-être même les formations que vous avez mis en place pour former vos salariés à ces gestes barrières, les marquages au sol, les cycles de travail qui ont été inscrits, les différentes réunions que vous avez mis en place avec votre CSE, la mise en place d'un nouveau document unique, tout ça va être répertorié dans ce rapport d'huissier et nous servira, on le verra, en cas de contentieux futur avec nos salariés. Voilà pour ce qui est de l'organisation. Ensuite, la reprise du travail, elle est nécessaire, la relance économique est nécessaire, et donc le gouvernement a pris des mesures très récemment pour réduire l'indemnisation de nos salariés, réduire l'indemnisation, j'ai fait une grosse erreur, là, pas des salariés mais des entreprises. Là, les salariés vont toujours continuer à percevoir, dans le cadre de cette activité partielle, de ce chômage activité partielle, 70% de leur rémunération, et plus si les entreprises ont décidé de faire plus, avec tout le formalisme juridique qui doit y être associé. Le gouvernement a décidé de passer de cette indemnisation, cette allocation versée aux entreprises, de 70 à 60%, donc 10% de moins que ce que nous percevions pendant cette crise. Je rappelle qu'avant la crise sanitaire, les entreprises percevaient, dans le cadre du chômage activité partielle, 7,24 € de l'heure, quel que soit le niveau de rémunération de son salarié. Quand une entreprise devait avoir recours à l'activité partielle, elle était indemnisée forfaitairement. Le gouvernement, dans le cadre de cette crise sanitaire, a mis en place un plan économique extrêmement important, qu'au niveau européen, personne n'a mis en place, qui était d'aller jusqu'à rembourser tout ce que versait, toute l'allocation versée par l'entreprise à ses salariés dans la limite de 4,5 SMIC. Et c'est dire que tous les salariés, toutes les entreprises ont pu bénéficier du remboursement des indemnités versées aux salariés. À partir du 1er juin, ces indemnités passent de 70 à 60% pour les entreprises, sauf pour certains secteurs d'activité pour lesquels on attend encore aujourd'hui la liste et le décret qui vient fixer la liste. Dans les premières lignes, en tout cas, nous sont annoncés que le tourisme va pouvoir continuer à percevoir les 70% d'allocation, telles qu'elle le percevait précédemment pendant la crise, mais peut-être aussi le secteur de l'hôtellerie, les restaurants,
et certains secteurs qu'on attend, notamment l'événementiel et les secteurs sportifs. Voilà pour les mesures prises par le gouvernement. Je pense qu'il est aussi nécessaire qu'à un moment donné, le gouvernement se mette un petit peu en retrait, parce que pour que la reprise économique soit réactivée, eh ben, il faut qu'on ait moins d'aide. Si on continue aujourd'hui avec autant d'aide, évidemment, on ne sera pas, en tout cas les salariés n'auront pas conscience qu'il faut effectivement reprendre l'activité. Tous les chefs d'entreprise ont conscience qu'il faut reprendre l'activité. Ils ont même su développer de nouveaux services, de nouveaux produits. Ils se sont réinventés. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie pour parfois recueillir très peu de choses, hein, parce que quand bien même on met en place, comme le fait ici Trait de Lumière, un studio pour enregistrer, c'est beaucoup d'énergie pour un retour immédiat qui est très très faible. Donc les chefs d'entreprise ont tous bien conscience de cette nécessaire reprise d'activité. Maintenant, il faut aussi que les salariés aient en tête que la reprise du travail est indispensable. Ce qui d'ailleurs confirme l'idée du du partage, Oui. c'est-à-dire que plus il y aura d'interaction entre tous les acteurs de l'entreprise, plus la prise de conscience permettra d'être constructif. C'est évident. Oui. Évident. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 12 millions de salariés ont bénéficié de l'activité partielle. 12 millions de salariés, ça veut dire une somme extrêmement importante pour le gouvernement. On est à plus de 11 milliards de déficit. Ça veut dire aussi que des contrôles vont être engagés. Alors, le gouvernement a déjà annoncé ses plans de contrôle sur l'activité partielle. Plans de contrôle qui vont d'abord être orientés vers le secteur du BTP, semble-t-il, TP-BTP. Des chiffres sont sortis. En Allemagne, l'Allemagne a poursuivi son activité sur le secteur du TP-BTP, alors que la France, elle a complètement stoppé son activité. Donc évidemment, il va falloir rendre des comptes et moi j'invite les entreprises à conserver évidemment toutes les traces de mails, de correspondance des transporteurs, des fournisseurs, des clients qui indiquaient par exemple fermer les chantiers ou peut-être des administrations aussi qui ont demandé aux entreprises du secteur des travaux publics de cesser les travaux. Tout ça doit être vraiment préservé parce que les contrôles vont arriver et il va falloir se justifier sur cette enveloppe qui a été donnée aux entreprises pour maintenir l'emploi, pour maintenir les salariés rémunérés par l'entreprise sans activité. On va devoir rendre des comptes. Donc les premiers secteurs qui sont visés, semble-t-il, seront le secteur du BTP, du TP, également les entreprises de services, puisque les entreprises de services étaient censées pouvoir mettre en place le télétravail. Et donc ces entreprises qui ont sollicité du recours à l'activité partielle en masse vont être contrôlées. Le dernier axe de contrôle, visiblement, est orienté également vers les taux horaires les plus élevés, donc les sommes horaires les plus importantes sollicitées par les entreprises, de manière à vérifier que l'entreprise n'ait pas demandé plus que 70% du salaire brut, ou parfois intégrer des sommes qui n'auraient pas dû être intégrées dans l'indemnisation. Voilà en tout cas sur les dernières annonces du gouvernement. Sur cette reprise d'activité et sur les contrôles opérés et sur l'accompagnement des entreprises. Merci Christine. Alors, puisqu'on a parlé télétravail, on a parlé organisation, on a parlé à un moment des salariés dans tout ce qui allait être la confrontation réelle. Bah alors Christine? Oui, je fais tomber mon micro. C'est rien. Un petit lâcher-prise? Oui, c'est ça. Bien, Guillaume, vous, de votre point de vue, comment les attitudes, les entreprises vont devoir se comporter pour faire face à ce contexte inédit qu'on voit bien, grouille de sujets à aborder, multiples et tous aussi complexes les uns et les autres, avec des conséquences qui ne seraient pas neutres au-delà du droit. Oui, moi je confirme et j'abonde dans le sens de tout ce que vous avez dit. Enfin, beaucoup de choses ont été dites. Moi, mon discours pour les chefs d'entreprise qui me consultent, c'est de dire, et fort des explications scientifiques que vous avez données, au début, on a tous eu peur, parce qu'on était tous concernés, j'allais dire, nous, notre famille, nos enfants, nos proches, on a tous eu peur du risque sanitaire. Et on s'est rendu compte, en tout cas pour les chefs d'entreprise, que si l'on appliquait l'ensemble des préconisations qui étaient proposées, soit les gestes barrières, les masques ou la distance physique, très rapidement, on s'est rendu compte
qu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière à avoir pour le chef d'entreprise. D'autant plus que, je le rappelle, le chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée que si l'on prouve une faute. Et cette faute, avec les gestes barrières, avec la mise en place, si vous parliez du constat d'huissier, ça c'est quelque chose qu'on a rapidement pu circonscrire avec de surcroît la difficulté quand même, on était dans une espèce de fantasme, que va-t-il se passer si un de mes salariés attrape le Covid, devient malade alors qu'il était dans l'entreprise? La vraie difficulté pour le dit salarié aurait été de prouver qu'il avait contracté ce virus dans l'entreprise. Donc cette inquiétude, elle a rapidement disparu. Aujourd'hui, moi, les inquiétudes que je vois et que je relais et pour lesquelles je suis consulté par les chefs d'entreprise, elles sont relatives notamment aux chiffres que vous avez donnés. C'est-à-dire que moi, je vois deux risques aujourd'hui au sortir de cette crise. Les pourcentages que vous avez donnés, je crois que c'est, vous l'avez rappelé, je crois que c'est 30% des personnes en télétravail l'ont mal vécu. Et surtout, 54% se sont plaints d'un manque d'accompagnement managérial. Donc, le risque principal aujourd'hui pour lequel moi je suis consulté, c'est le risque psychosocial. Parce que cette crise, et on peut le comprendre, a généré des inquiétudes profondes, parce qu'elle a renvoyé à l'idée de mort, à l'idée de perte d'emploi, enfin, quelque chose qui est extrêmement traumatisant. J'allais dire qu'il faut, à mon sens, une espèce de boussole avec 4 points cardinaux. C'est à la fois, vous l'avez dit, et ce que l'on a fait, c'est-à-dire organiser. Donc ça, c'est les masques, c'est les gestes barrières, c'est le constat d'huissier. Il faut pérenniser, parce que on n'en est pas sorti, enfin, je le dis de façon un peu triviale, on n'est quand même pas sorti de l'auberge et on ne sait pas si on ne va pas y retourner l'année prochaine. Et pour autant, nos entreprises vont devoir continuer à travailler, à donner de l'emploi, à créer de la richesse. Donc c'est organisé, c'est pérennisé. Et puis, quand vous parliez de marathon et vous parliez des contrôles qui invariablement vont avoir lieu, c'est aussi formalisé et sécurisé juridiquement. Je veux dire qu'il faut, à mon sens, organiser, pérenniser, formaliser et sécuriser. Et ça ne peut se faire parce que vous parliez de task force, ça peut se faire qu'en concertation avec l'ensemble des salariés, alors le cas échéant avec les organisations qui représentent le personnel. Ça peut se faire aussi parce que les entreprises ont des tailles différentes et c'est aussi le but de cette task force. Le chef d'entreprise ne peut pas tout faire. Il y a aussi des cadres dirigeants autour de lui et ça peut se faire par le biais de délégations de pouvoir, mais là encore, qui ne permettent pas de s'exonérer tout parce qu'on est sur un secteur qui est extrêmement sensible. Le chef d'entreprise est créancier d'une obligation de sécurité. Il faut que la personne qui vient travailler soit en sécurité, avec les limites qui sont celles de la science. On ne peut pas tout garantir et on discute à un instant T avec des connaissances précises à un instant T qui sont reliées par le gouvernement à un instant T. Mais il faut que le chef d'entreprise puisse prouver, en cas de contentieux, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ça, c'est le premier risque que je vois. Et puis, qui n'est pas virtuel, hein, vous l'avez rappelé, Amazon, on est quand même sur des condamnations qui sont extrêmement lourdes. Et le deuxième risque que je vois et pour lequel je suis de plus en plus consulté parce que les pouvoirs publics, je pense à l'ANSSI qui a communiqué là-dessus, c'est le risque informatique. Parce qu'on a tous un petit peu bricolé dans un premier temps, et vous l'avez rappelé, un certain nombre de salariés étaient avec leur ordinateur personnel, avec des accès aux serveurs qu'ils n'auraient peut-être pas dû avoir. C'est quelque chose, dans un premier temps, on a un peu improvisé, et ça ne s'est pas si mal passé que cela, mais le télétravail, ça nécessite un matériel de travail, ça veut dire que l'ordinateur de travail, ce n'est pas l'ordinateur familial sur lequel les enfants jouent. Voilà, donc ça c'est un risque, c'est un autre risque qui n'est pas virtuel, on sait, hein, je crois que la PHP a fait l'objet d'une cyberattaque au plus fort de la crise, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent parce qu'une attaque informatique c'est pas rien, ça peut mettre en péril un certain nombre, alors j'entends les RGPD, enfin, les données des personnels salariés, ce qui n'est quand même pas neutre, puis ça peut bloquer complètement une activité qui, on comprend bien, va être quand même pour une période encore indéterminée relativement compliquée. Donc j'allais dire, c'est à mon sens les deux risques majeurs actuellement. D'accord. Donc des vigilances, c'est-à-dire oui, que... il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Vous l'avez indiqué, il y a un certain nombre d'offres de conseils. On a tous... pris conscience de, alors évidemment, de notre vulnérabilité en tant que personne physique, mais les personnes morales, les entreprises ont pris conscience de la vulnérabilité, que tout pouvait s'arrêter extrêmement rapidement.
et qu'il fallait évidemment se faire accompagner. C'est un peu la spécificité du moment, hein, c'est que tout le monde a été concerné. Ça a été extrêmement brutal, et à travers le monde, violent, et hein, tout le c'est monde, des milliards de personnes oui, tout le qui monde ont a été concerné et donc en même temps. ça crée forcément un inédit historique qui va nécessiter une réaction inédite. Et je crois que c'est vraiment l'élément. Pour paraphraser ce que tout le monde dit, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant. Complètement, avec des enjeux qui sont importants parce qu'économiquement, les entreprises ont besoin de reprendre de l'activité, mais elles ne pourront reprendre de l'activité que si psychologiquement les salariés se sentent sécurisés. C'est un risque avec lequel désormais il faudra compter. Le chef d'entreprise est habitué à évoluer dans un environnement qui par essence est incertain. Avant, il y avait la conjoncture, il y avait la fiscalité, il y avait... Après, ça, c'est le propre de tout chef d'entreprise, de tout manager, de tout stratège, comme dit Clausewitz, de décider dans l'incertitude et le brouillard de la guerre. Mais là, il y a une nouvelle difficulté, un paramètre qui désormais devra forcément être pris en compte, c'est celui, on parle du Covid, mais c'est le risque sanitaire. Demain, ça peut être un autre virus. Bien sûr. Et donc la sécurité dans tous les sens du terme, y compris réglementaire, psychologique, et toutes les conditions de sécurité au bien-être des individus seront certainement les éléments clés d'une reprise. C'est un élément avec lequel aujourd'hui le chef d'entreprise devra forcément, quand il va décider sa stratégie d'entreprise, devra compter. D'accord. Très bien, merci beaucoup à vous toutes et tous pour ces échanges très, très éclairants. Est-ce qu'il y a possibilité des questions peuvent être posées, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas de questions, mais si, bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans Teams. Et j'ai pris mon ordinateur, ce qui a pu provoquer la chute de mon micro. Mais j'ai récupéré mon ordinateur pour pouvoir lire ces questions. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si des questions nous sont... Et on rappelle que cette conférence a été filmée et donc on vous diffusera le lien pour pouvoir la voir ou la diffuser à des personnes qui n'auraient pas pu se connecter parce que bien évidemment il y a des gens qui sont aussi repris leur activité et pour qui ce n'était pas forcément évident de se connecter pendant 1 heure à cette période-là de la journée. Donc vous aurez les éléments pour après suivre cette conférence et pouvoir en échanger avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Alors, en attendant peut-être les questions, il y a un sujet auquel peut-être on a abordé le sujet de comment reprendre l'activité en y intégrant les salariés, comment structurer tout ça. Je pense qu'il faut aussi que les chefs d'entreprise consultent leurs salariés aussi pour les nouvelles idées, tout ce qui pourrait être développé dans l'entreprise. Tout le monde a intérêt aujourd'hui à préserver son emploi, que ce soit le chef d'entreprise mais aussi les salariés. Donc c'est, comme le disait Laurent, c'est une période inédite et il nous faut être aussi réalistes avec nos salariés. Donc profitons peut-être aussi de cette période pour leur laisser cette possibilité aussi de s'exprimer sur peut-être les pépites qu'ils ont trouvées pendant cette période et exploiter ces pépites. Donc c'est pas seulement consulter ses salariés pour sécuriser, c'est aussi peut-être consulter ses salariés pour redémarrer de nouveaux produits et tout ce qui peut être facteur d'économie et de relance économique pour les entreprises. C'est l'ère du co, c'est vraiment la collaboration, le collectif, la codétermination qui feront la différence. Exactement. Alors, je n'ai pas de questions sur le fil des commentaires. C'est que nous avons été complets, c'est parfait. Je vous félicite tous pour cette brillante intervention. Et puis, si on a l'occasion de faire une 3e conférence, évidemment, vous serez informés de cette 3e conférence. En tout cas, en attendant, je vous souhaite bon courage pour mobiliser, remobiliser et investir vos salariés dans cette reprise économique qui sera, quand bien même on parle de grands changements, je pense que ce seront des micro-changements qui vont nous amener à de grands changements. On cherche tous quel va être le grand changement, mais je pense que c'est plutôt tous ces petits changements qui nous amèneront à un grand changement. Et c'est la conscience individuelle qu'on peut participer au changement qui fera l'intérêt du changement collectif. Voilà, eh bien merci à tous. Merci. Et merci, on vous souhaite un bon appétit. À bientôt, au revoir. Merci.